Salut à tous, bienvenue sur Wargame Learning TV. On se retrouve pour le chapitre 5 qui s'appelle « À la demande de l'Archimagos Dominus ». Alors, si vous prenez cette série en cours, comme d'habitude, je vous mets la playlist parce que c'est basé sur Génopère. C'est un roman écrit par Guy Hallet. Vous avez dans la playlist les 4 premiers chapitres, tout en sachant que ça peut être quand même sympa de les voir dans l'ordre pour comprendre un petit peu ce qui se passe, mais qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent se voir indépendamment. Les 4 premiers, vous pouvez les voir indépendamment. Si vraiment vous êtes pressé, que vous n'avez pas beaucoup de temps pendant ces vacances, vous n'avez pas de vacances peut-être même, ou que ça n'a aucun impact sur vous, et bien voilà, vous pouvez aller les regarder. Je vous rappelle encore une fois à toute fin utile que si vous me soutenez sur Tipeee, vous avez les vidéos en avance, sans publicité, et aussi en version podcast via l'application YouTube. Voilà, merci à vous, et on est parti. Alors l'histoire commence sur la planète Akatran. Alors Akatran, c'est une planète qui a été complètement détruite, ou en tout cas l'écosystème a complètement été détruit par l'humanité, et à tel point que certains qui ont un esprit un peu poétique ont suggéré que la planète elle-même avait réagi contre la présence de l'humain et pour s'en débarrasser avait rendu sa surface extrêmement inhospitalière et que quiconque se promène à la surface est voué à une mort certaine. En tout cas, comme d'habitude, cela n'a pas fonctionné et l'humanité a continué d'infester vraiment cette planète et à tel point que la solution trouvée, c'est tout simplement de creuser la croûte de ces planètes et d'aller le plus profondément possible pour s'éloigner de la surface. Alors cette surface, encore une fois, elle n'est que de teintes de vieux plomb, tout est noirci, l'atmosphère est bien sûr irrespirable et on a des couches en fait de tout ce qui est résidu de la production du Mechanicum parce que nous avons d'énormes ruches de production qui sont là et qui utilisent toutes les ressources justement d'Akatran pour les transformer, les usiner et les envoyer toujours plus loin dans l'Imperium pour alimenter les guerres incessantes de l'humanité. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le côté social, tout ce qui s'est développé sur ces planètes d'Akatran, c'est que plus vous habitez proche du noyau, plus vous êtes quelqu'un d'aisé, quelqu'un de respecté, et qu'à l'inverse, les couches les plus sales, les plus dénigrées de la société se situent à la surface. Donc on a des cultes de techno-parasites, plein de choses comme ça, tous les noms qu'on peut retrouver des fois dans Necromunda, qui vous a dit que les couches les plus basses de la société humaine. Toujours est-il qu'on va avoir un adepte, alors son nom c'est Frank Gamma 87 Nu 3 Psy, qu'on va appeler Frank, ça va être beaucoup plus simple. Donc en tout cas, lui arrive sur son vaisseau et demande justement à pouvoir atterrir sur cette planète. On lui répond simplement par une émission de code qui lui donne une destination. Alors lui, pendant ce temps, on l'imagine, il va essayer de se montrer assez humble et d'envoyer pas mal de sollicitudes. Donc il y a tout un système comme ça. Ça ne marche pas du tout. Il va ensuite essayer la plaisanterie, en essayant de faire à Miami. Personne ne répond. Il n'a aucune information et la simple chose qu'il reçoit, c'est cette émission pour qu'il s'éloigne en fait des ruches, des macro-ruches. Alors il voit que au loin on a les macro-cargos, donc vraiment on peut imaginer des immenses vaisseaux qui sont là toujours pour ce flux continu, en arrivant vide, en repartant les soutes remplies de ce matériau. D'ailleurs je me suis toujours posé la question de au bout de combien de temps en fait la planète serait complètement en fait assimilée, un petit peu comme les tyrannines en fait viennent assimiler des planètes, et l'humanité fait la même chose avec ses roches, ses composants, et je me demande en fait combien de temps il faudrait, vu l'immensité de l'Imperium et des structures, pour que la planète soit complètement détruite. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que lui s'éloigne de cette zone-là, et puis on lui dit d'aller sur l'équateur et sur une altitude vraiment très haute, donc forcément, rappelez-vous, plus on s'éloigne du noyau, moins bien on est accueilli, et en fait il sait qu'il y a tout un tas de pistes qui sont assez proches du sol et qui s'ouvrent sur des grandes allées qui mènent tout au fond profondément, donc bien sûr celle-ci il n'y aura pas droit, et lui se retrouve sur une plateforme très haut, très loin et très petite, où il y a à peine la place de poser son vaisseau, et il note à quel point on ne lui fait pas honneur.
Alors dès que le vaisseau est posé, eh bien il y a un champ de force qui apparaît sur la plateforme et qui capture en fait tous les gaz d'échappement du vaisseau et vient créer une sorte de mini bourrasque noire bien sûr avec tous ces moteurs d'échappement. Donc Frank lui attend que l'atmosphère se stabilise et puis il descend sur la plateforme. Alors il est assailli tout de suite en fait par le bruit. En fait partout autour de lui il n'y a que les fabrications industrielles du Mechanicum, donc on entend des tas de bruits, le gaz qui s'évapore dans une atmosphère raréfiée, les vérins, les pistons, et en fait on nous décrit ça comme étant un badoum, 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 badoum incessant, et en fait on nous dit que c'est le cœur d'Akatran. Donc on entend ce cœur-là, et lui en fait est assailli par cette vision. Donc il voit autour de lui des échangeurs thermiques, il voit des pistons qui sortent encore une fois des constructions, et ces constructions, ces manufactorums en fait sont aussi grands qu'ils lui rappellent le palais impérial, et les protections du palais impérial eh bien, sont de taille similaire. Donc on imagine aisément la taille cyclopéenne des choses, et dans ce paysage industriel il n'y a quasiment aucune trace de, alors j'allais dire nature, mais au-delà de la nature, de la planète elle-même. On ne voit que des enchevêtrements mécaniques, métalliques, de roc béton, et parfois il y a des petites zones qui sont un petit peu vides, et c'est ces zones où eh bien, la fumée noire va s'accumuler parce qu'elle n'est pas chassée, parce qu'il n'y a pas de ventilateur, parce qu'il n'y a pas de mouvement, et dans ces zones-là, d'un petit peu de calme, on a ces zones très très sombres. Donc lui, eh bien, il est un adepte du Mechanicum, donc il a ses robes avec pas mal de doré, parce qu'il a cette affection pour ce métal. Alors officiellement c'est parce que c'est un métal qui est très versatile, il a une bonne résistance, il est très utile pour faire passer la force motrice, l'électricité, c'est un bon métal conducteur, mais en fait la réalité, c'est que, tout comme des générations d'humains avant lui, il a conservé cette avidité, cette soif de l'or. Et il a ses augmentiques qui sont la plupart recouverts d'or. Alors, il a des mécadendrites, donc c'est-à-dire des sortes de tentacules qui sont sur les côtés. Et puis, on nous dit qu'il a deux immenses bras avec des griffes tout au bout, et que ce n'est pas sans rappeler en fait les mantes religieuses de l'ancienne Terra, et qu'il a ça en fait sur ses épaules, et ce sont ses augmentiques les plus lourds, et eux aussi sont garnis d'or. En tout cas, il attend, et un des personnages un des habitants d'Akatran vient l'accueillir. Alors l'Akatranien qui l'accueillit en fait possédait à la place du visage une sorte de trompe qui était l'appareil nécessaire pour respirer, et en fait c'était aussi un signe très fort de son appartenance aux couches les plus faibles de la société de la planète. Donc il lui envoya une série de codes binaires, et en fait ce code était vraiment très difficile à traduire, et n'attendant pas en fait de réponse, il se retourna et se mit à avancer en claudiquant de gauche à droite assez rapidement à travers des portes d'explosion. Et en fait le Frank n'ait eu juste le temps en fait d'analyser en fait ces informations pour entendre et comprendre. Suivez-moi, grand honneur vous est fait, grand magos vous attendre, vous dépêchez, suivez-moi. Et en fait simplement eh bien il se dit mais voilà encore bien la preuve de l'insulte qu'on me fait, parce qu'on ne m'envoie que le plus humble serviteur du Mechanicus, sans doute même pas un magos, sans doute simplement un laïc, un péon, et en tout cas, il ne fait même pas l'effort d'utiliser le binaire sous sa forme pure, ou alors la lingua technica, c'est-à-dire le langage technique utilisé par les magos. Donc, il le suit, et en fait, il se rend compte que, eh bien, malgré la démarche complètement chancelante du péon, on va l'appeler comme ça, c'est comme ça qu'il l'appelle, eh bien, Frank a un peu du mal à suivre, donc il est obligé d'augmenter sa vitesse, 26,3%, très exactement, il augmente sa vitesse, et en fait, le péon eh bien, tourne à travers le labyrinthe que représente l'intérieur de la plateforme, et eh bien, il se rend compte qu'il a du mal à le suivre, parce qu'il y a des passages qui glissent, en fait, et il se dit, mais c'est sans doute, encore une fois, fait exprès. Et c'est bien la preuve qu'on l'attend avec, non pas une sorte d'impatience, mais en tout cas, on veut lui montrer les choses. On veut lui montrer où est sa place sur cette planète, sur Akatran, et c'est quelque chose qui énerve fortement Frank. Et Frank se dit,
ils vont apprendre à juger qui je suis, je vais leur montrer ce dont je suis capable, tout simplement parce que je suis un très fidèle serviteur de l'Imperium, du Mechanicum et au-delà de ça, de l'Inquisition. Donc Frank est un serviteur de l'Inquisition. Alors jusqu'à présent, moi je pensais que c'était un serviteur de Belisarius Cawl, parce que justement le titre, c'est la volonté de l'Archimagos Dominus, mais peut-être que justement c'est un autre personnage. En tout cas, il est un représentant de l'Inquisition et il ne compte pas se laisser faire. Malgré tout, eh bien, il doit éviter de plus en plus de personnes qui errent en fait à l'intérieur, enfin qui sont en train de faire leurs tâches, donc de travailler sur des machines, etc. Et il voit un peu toute la magnificence de la machine avec la complexité que ça représente et il a du mal à suivre son guide, parce que son guide va de plus en plus vite, et il se dit, là encore une fois, c'est une bien étrange course-poursuite, mais encore une fois, c'est leur volonté de montrer leur supériorité et de me diminuer. Je pense qu'ils vont se mordre les doigts, et au final, il réussit à le rejoindre, et il est devant un ascenseur. Donc le Perron lui dit « Grand honneur pour vous, moi pas avoir droit... » je vous le traduis, hein. « Moi pas avoir droit, entrée ascenseur, Grand Magos, attendre-vous. » Et puis hop, il hoche la tête. Frank, lui, est bien content de pouvoir enfin s'en débarrasser de lui. Et puis, il rentre dans l'ascenseur et l'ascenseur va plonger dans la surface de la planète sous 5000 niveaux. 5000 niveaux, donc la descente, bien sûr, est très longue. Et il a le temps de voir la magnificence de la machine, étant donné que sur tous ces niveaux, on est sur une complexité extrême. Tout est machine, tout est complexe, tout est le Mechanicum, gloire du Mechanicum. Et il attend avec impatience d'arriver au fond. Donc quand les portes s'ouvrent enfin, eh bien il a devant lui 2 Skitarii. Alors ces Skitarii dénotent dans l'atmosphère ambiante parce qu'ils sont vraiment recouverts d'augmantiques avec des métaux rares, des métaux précieux, du plastacier. Et en fait, il se demande à quel point ils ont été transformés en machines et il suppose qu'il doit vraiment rester plus que leur cerveau de fonctionnel, et en tout cas de fonctionnel plutôt que d'humain, d'original. Et simplement, ils lui disent: vous devez nous suivre. Donc là, il se dit très bien, au moins avec cette escorte-là, eh bien, j'avancerai beaucoup plus vite. Donc les 2 Skitarii l'encerclent, ils ont leurs bâtons qui sont allumés, des bâtons de combat qui sont allumés, et il se dit, bah, c'est quand même une bonne chose, parce que là, on prend un peu quand même considération de moi. Si j'avais dû poursuivre en fait ce cheminement à travers la foule qui est devant, eh bien, j'aurais perdu vraiment beaucoup de temps, ça aurait été même assez difficile, étant donné que les gens ne se seraient pas poussés. Par contre là, avec la prestance des 2 Skitarii, eh bien, toute la foule s'ouvre devant eux, telle cette marée, et il arrive dans une salle très grande, où, eh bien, il y a bizarrement des petits cristaux de son. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement que des cristaux de son, mais on peut imaginer des petits dispositifs qui flottent et qui sont mis à des intervalles assez différents et qui vont créer une sonorité aléatoire. Voilà, donc je pense qu'on peut imaginer ça comme une sorte d'œuvre d'art, et au final, il va entrer dans une dernière salle, et cette salle, elle a la particularité d'être beaucoup plus silencieuse. Une fois que les portes sont refermées, eh bien, il se sent complètement coupé du monde extérieur, il n'entend plus le cœur d'Akatran battre, et il se retrouve avec une représentation immense de l'opus Mechanicus, c'est-à-dire du symbole du crâne du Mechanicum, et il a 3 Magos qui sont devant lui, et il en reconnaît un. Et ce Magos, c'est Ironalus Xerxes, alors je vous le dis, Rionalis Anaxerxes, voilà. Et c'est un des plus grands combattants de cette ruche-là. Il est reconnu comme étant un grand général sur le champ de bataille, étant donné qu'il a laissé tomber la plupart de ses recherches pour se focaliser sur l'aspect militaire des choses, et que de fait, il a pris le nom d'un des fondateurs d'Akatran, celui qui, selon la légende, avait défendu la planète pendant un millénaire. Donc, il s'appelait Xerxes Immortalis. Et donc, lui a pris ce nom de Anaxerxes. C'est dur à prononcer, Anaxerxes. Et il se dit, c'est une bonne chose, en tout cas, qu'il soit là, parce que s'il est là, je me retrouve devant les instances dirigeantes de la planète, et cela veut dire qu'ils prennent au sérieux ma venue.
Alors on a une description des 3 magos. Le premier, Anarxess, eh bien lui, a priori, il n'a plus rien d'humain. Il est 100% mécanique et eh bien, il est constitué d'un corps très grand, très longiligne, mais avec simplement 2 bras, ce qui peut être assez étonnant. Mais chacun de ses bras est très puissant et couvert d'armes, de lames, de outils, etc. Et il a un grand cou au bout duquel vous avez une tête qui est très articulée et qui a un masque avec un jeune homme très beau, mais où les yeux sont simplement des puits un petit peu sans fond, à travers desquels on ne distingue rien. Et il y a une larme qui coule sur sa joue et qui disparaît dans le métal, et ce processus est répété indéfiniment. Ensuite, à côté de lui, eh bien, on a un individu qui est encore relativement humain, sauf ses yeux qui ont été transformés et qui ont été réutilisés par des outils de vision multispectraux, mais par contre il est tellement gros et gras qu'il ne peut plus supporter son propre corps et qu'il est dans une sorte de palanquin arachnéen, donc avec des grandes pattes qui le maintiennent debout, et en fait sa chair est dégoulinante et dégouline autour du palanquin et est infestée d'escarres suite le mauvais entretien en fait de ce corps-là, mais en tout cas, il est présent et son nom, c'est un mystère. Car en fait, eh bien, il demande, comme il n'y a pas de signification nosphérique, vous savez que les cultes du Mechanicus peut communiquer avec une sorte d'intranet, si on peut dire, ça s'appelle la nosphère, eh bien, il cherche à communiquer et il demande l'identification de l'individu, et l'individu, en fait, a un bouclier informatif, et ce bouclier l'empêche d'avoir la moindre information. Et le troisième Magos, eh bien là, pour le coup, lui, il a complètement abandonné ces traces d'humanité, et il est une sorte de cube de 2 mètres d'arête avec simplement des tentacules mécaniques qui le supportent, et il n'y a aucune chose qui peut rappeler que c'est un être humain. Et lui par contre, eh bien, laisse paraître sa dénomination. Sa dénomination, c'est le lector dogmis calisperis des prêtres de la machine, nourri de connaissances théologiques. Voilà, donc et tout simplement, eh bien, Frank s'approche et avec sa voix humaine en fait s'exprime, donc non pas par la nosphère, mais il s'exprime et il dit merci à vous Seigneur Xarxès de m'accueillir en fait et de m'accorder audience. Et bien sûr Xarxès s'énerve et se dit mais tu es venu là, mais nous ne reconnaissons pas ta valeur en fait, parce que tu es un traître aux yeux de la machine. Tout simplement tu as trahi parce que tu sers l'Inquisition. Ici, sache que tu es dans l'empire du Mechanicum, ce territoire appartient au Mechanicum. Alors Frank dit mais nous savons très bien que cette planète est très proche des ultramarines, elle est à côté de Macrage, et vous servez aussi les humains et ce côté l'impérium. Alors un des magos s'énerve et dit mais attention, ne confonds pas ta servitude avec notre accord. Nous avons simplement un accord, mais nous sommes les seigneurs de cette planète et ta venue n'est pas désirée. Alors Frank, malgré tout, en fait, ne se démonte pas et continue de parler avec sa voix humaine et demande à l'individu au centre, disant « Mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître, quel est votre nom ?» Et l'individu de répondre « Vous m'avez demandé mon nom, je vais vous le donner. Je suis l'Archimagos Logis Magna Controller Corvarix Sestertius Illuminant du 19e niveau. » Et ainsi de suite, il communique en fait un élément de données avec une suite interminable de dénominations et de reconnaissance. Alors pour la suite, on va simplement l'appeler le Magna Controller. Et il continue à interroger en fait Frank, il dit « Mais tu es déjà venu ici, non? Depuis combien de temps n'es-tu pas venu ?» Alors en fait, toutes ces questions, elles ont simplement pour but de le déstabiliser, étant donné que ce sont des prêtres de la machine et qu'ils n'ont aucune défaillance dans leur mémoire. Ils peuvent complètement se rappeler chaque instant très précisément, car il a été enregistré en eux. Malgré tout, c'est une façon en fait de diminuer et de démoraliser, peut-être de déstabiliser tout simplement Frank et sa mission. Donc il lui dit « Mais depuis quand n'es-tu pas venu ici ?» 6 ans, a priori, et pourtant tu avais juré que jamais tu ne reviendrais. Pourquoi es-tu revenu ? Eh bien, c'est vrai, en effet, j'avais juré que je ne reviendrais pas, mais malgré tout, eh bien, mon inquisiteur m'a demandé de venir. Alors, on lui dit, oui, ton maître. Non, il n'est pas mon maître. Simplement, je sers. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a cette discussion et ils disent, je sers la deuxième tête
impérial. Et oui, parce qu'en fait, on a cet aigle bicéphale qui représente l'Imperium, et on a une tête mécanique et une tête d'aigle, tout simplement biologique, on va dire, et c'est les deux facettes de l'humanité, cette humanité alliée, l'Imperium qui est constitué du Mechanicus et des humains, donc de l'Imperium plus humanisé, et malgré tout on sent qu'ici eh bien ce n'est qu'une alliance d'intérêts et c'est vraiment mis en avant, donc c'est bien parce que ça nous permet de nous rappeler les choses, que le Mechanicus n'est pas plus humain que des xénos plus ou moins, que c'est simplement une sorte d'alliance et qu'ils cherchent à abandonner en fait la faiblesse de la chair et ils ne reconnaissent que l'omnimessie. Et là encore on a ce problème de cette dualité entre l'empereur qui est à la fois considéré comme l'omnimessie et le culte impérial avec l'empereur pour les humains. Et vous voyez, c'est quelque chose qui peut poser problème. Donc, eh bien, on lui demande, mais quel inquisiteur sers-tu? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir revenir ici? Est-ce que tu penses que notre accueil glacial serait meilleur si tu venais, si tu retournais toi-même sur ton monde? Tu as oublié que tu sers la machine, l'omnimessie, et que en servant l'Imperium, eh bien, tout simplement, tu t'avilis et tu trahis les membres en fait du Mechanicum. Alors je vais vous passer les chamailleries pour vous donner en fait les faits. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, Akatran devait rénover une plateforme de détention de l'Inquisition, mais qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que, étant donné que l'Inquisiteur n'avait pas payé la somme due, eh bien les seigneurs d'Akatran avaient simplement décidé qu'ils ne répareraient pas tant que le paiement n'aurait pas été effectué. Malgré tout, eh bien du côté d'Akatran, de l'Inquisition, eh bien l'Inquisition est toute puissance et l'Inquisition avait exigé que cette forteresse en fait soit réparée. Et ce qui s'est passé, tout simplement, et là c'est très intéressant, c'est que les agents de Belisarius Cawl ont pu capturer un des prisonniers détenus par l'Inquisition et se sont enfuis avec. Et en fait, cette information-là, l'Inquisition-là, ils savent que Belisarius Cawl, que ces agents en tout cas, ont récupéré un individu et que c'est par la malentretenance, le fait que Akatran n'ait pas réparé cette station, eh bien, il y a eu du coup cette chamaillerie entre c'est de votre faute que Cawl avait pu récupérer ce partisan, si vous aviez effectué la réparation, eh bien, il n'aurait pas pu le faire, donc nous vous tenons responsables, et en fait, ça a donné lieu à des suites un petit peu diplomatiques compliquées entre le monde d'Akatran et l'Inquisition, et que c'est pour ça que Frank avait juré de ne jamais revenir sur ce monde qui avait permis au traître Cawl, à l'archi-ennemi, il dit pas l'archi-ennemi, mais il dit à l'hérétèque Cawl, de subtiliser un détenu très important pour l'Inquisition. Et c'est là où, eh bien, on est certain que Frank n'est pas un partisan de Cawl et qu'il ne vient pas de la part de Cawl. Donc là, c'est vrai que c'était mon postulat de départ. Ce n'est pas du tout le cas et au contraire, il considère que Cawl est un hérétèque et qu'il est un danger pour l'Imperium et pour le Mechanicum parce que ses connaissances sont sacrilèges. Et ce qui se passe, c'est que les Magos d'Akatran, eux, par contre, sont des partisans de Belisarius Cawl. Ils lui disent attention à vos mots parce que vous êtes ici en face de plusieurs partisans de Belisarius Cawl par son grand œuvre est très impressionnant et il est le sauveur de l'Imperium. Et en fait, il y a cette discussion qui les oppose. Et Frank il dit, mais de toute façon, vous n'avez que des grands mots et grandes paroles. L'omnimessie est sur Terra et l'omnimessie est en danger. Pendant ce temps-là, vous restez à faire vos affaires sur cette planète-là et à simplement demander de l'argent, demander des ressources, alors que l'omnimessie que vous êtes censé servir est en danger et cette chose-là est impérative et vous devriez passer au-delà de vos aspirations matérielles pour l'omnimessie. Et voilà, donc les magos se disent mais faites bien attention parce que nous avions exigé réparation et a priori si vous revenez sur votre monde d'origine, il y a de fortes chances que vous soyez punis. C'est ce que nous avions exigé. Alors, je vous fais l'impasse de toute la suite de disputes qu'il y a, mais en tout cas, à un moment donné, il y a un ArcSS qui envoie une ligne de code. Cette ligne code stoppe, en fait, les échanges et il émet tout simplement quel est le nom de cet individu. Et là, Frank se dit, mais je ne suis pas du tout obligé de vous répondre. Malgré tout, je vais vous livrer cette information. Et pourquoi je vais le faire? En signe d'apaisement, pour vous montrer que j'ai envie de collaborer avec vous et que si je viens, c'est pour vous démontrer à quel point Belisarius Cawl est un dangereux individu. Et il lui dit, cet individu qui a été enlevé, c'est tout simplement un Cryptek Necron.
rendez-vous compte à quel point Belisarius Cawl utilise le savoir impie des Xénos à son encontre. Cette création, ce cryptech, cette machine ne devrait pas exister, elle est une hérésie et Belisarius Cawl l'a libérée. Voyez comme ce porte-parole de l'Omni-Messie, comme vous l'appelez, n'est en fait qu'un hérétèque. Et cet échange-là va conduire les différents magos à communiquer en interne entre eux et ils se disent finalement, nous considérons votre pardon comme un gage si vous demandez à vous faire pardonner, nous sommes prêts à discuter avec vous. Et en fait, cette information-là, elle est intrigante parce qu'en effet, il y a ici des défenseurs de Belisarius Cawl, mais cette information qu'il aurait libéré un cryptech Necron, ça met le doute, forcément. Donc, ils veulent en savoir plus et ils sont prêts à collaborer dans une certaine mesure avec Frank. Donc, Frank s'énerve encore et dit « Mais vous n'aurez aucune excuse de ma part, je suis pas venu là pour demander des excuses, pour vous proposer des excuses, mais au contraire, je suis là pour vous intimer l'ordre de ne pas recevoir Belisarius Cawl, car nous sommes au courant. » Et en fait, il produit tout simplement son médaillon, le médaillon de l'Inquisition, et il le montre, bien sûr, aux magos. Alors les magos là dessus en disant « Mais ce médaillon n'a aucun pouvoir. Toi-même, tu n'es pas inquisiteur. Et quand bien même tu es sur un fief de Mars, tu n'es pas sur un fief de Terra. Donc ce médaillon n'a aucun pouvoir sur nous. Par contre, peut-être, vu ton attitude, que tu devrais aller rejoindre les collèges extrémistes et que peut-être, par des voies plus naturelles pour le Mechanicum, tu pourrais t'exprimer. Et alors, peut-être que nous pourrions t'écouter. Mais là, en tout cas, ta rosette inquisitoriale n'a aucun effet pour nous. Donc, Frank ne se laisse pas démonter et dit simplement « Belisarius Cawl a trahi l'Imperium et il demande audience. Vous ne devez pas le recevoir, vous ne devez pas accéder à ses demandes. » Alors, au sein des trois magos, il y en a un qui, peut-être, peut rejoindre un peu les doutes de Frank, et c'est celui qui est le plus grand dépositaire de la sagesse originelle du Mechanicum, parce que il est l'équivalent en fait d'un alors c'est le lecteur, je sais pas comment il s'appelle, peu importe, mais les noms sont tellement compliqués, peu importe, on les retiendra pas, mais en tout cas c'est celui qui est le plus proche des saintes écritures du Mechanicum. Et en effet, Belisarius Cawl flirte un peu avec les limites, et c'est ce qui peut tendre en fait ce magos à penser que peut-être il est à classer comme un hérétèque. Malgré tout, les autres sont de fervents partisans de Belisarius Cawl et ils le défendent. Ils disent Belisarius Cawl a apporté énormément de choses à l'Imperium. Il a apporté le retour de beaucoup de schémas standardisés de construction. Il a créé les Space Marine Primaris. Sans lui, l'Imperium serait sans doute en ruine. Il travaille intimement sur les pylônes pour pouvoir fermer la cicatrice maledictum. C'est sans doute le meilleur espoir que nous ayons en tant que prêtre de Mars, et il est le porte-parole de l'Omni-Messie. Donc il y a malgré tout, vous voyez, ce doute, et au final, Frank conjure les prêtres du Mechanicum de ne pas recevoir Belisarius Cawl, et simplement il se fait interrompre en disant « Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, étant donné que tout est déjà décidé, nous allons accepter cette audience, elle est déjà faite, elle est déjà programmée, et nous allons recevoir Belisarius Cawl. » À ce moment, Anarxécès, lui, dit qu'il va analyser la demande en ressources militaires, parce que sans doute c'est la demande de Belisarius Cawl, tout en sachant que Frank demande « Mais que vous a-t-il demandé ?» Et les prêtres s'amusent en disant « Mais en fait, nous ne savons pas nous-mêmes ce qu'il a demandé, mais connaissant Belisarius Cawl, ce sera sans doute théâtral, et c'est un grand honneur de pouvoir y assister. » Alors, Frank pousse un peu ce dialogue et dit « Mais est-ce qu'il a demandé d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seront présentes ?» Et bien sûr, après quelques petits échanges, les magos décident qu'ils peuvent lui donner cette information parce qu'ils ne veulent rien cacher, parce qu'ils sont dans la vérité. Et la vérité ne doit pas être cachée, étant donné que d'elle-même, elle est la vérité, donc elle est salutaire. Et donc ils disent oui, il a demandé à un mago spécialisé dans la chronomancie, alors le nom exact, tac, on passe, mais en tout cas, ils disent ça ne peut pas être une coïncidence si justement le cryptech qui a été capturé par Belisarius était un cryptech du domaine de la chronomancie. Donc si on demande un adepte qui est capable justement de comprendre ce domaine de compétence, ça ne peut bien sûr pas être une coïncidence, et sans doute que ça sera sujet à ça. Et simplement, les trois magos disent
celui qui est le militaire, Narcisse dit je vais analyser sa demande militaire, le logisticien va analyser le coût que cela va représenter pour la planète, et enfin le dernier va examiner la pureté de sa demande, et en fait tous les trois se disent que en analysant tout simplement les données de façon statistique et mathématique, eh bien la vérité sera là. Soit Belisarius Cawl aura une solution et sera le porte-parole de l'Omnimessie, ou soit à l'inverse, eh bien elle sera hérétique et sera traitée comme telle. Ce qu'on va apprendre aussi, c'est que cette réunion en fait n'est pas la seule avec ce seul monde forge, et c'en est qu'il y a d'autres mondes forge, dont Tigrus et Metallica, qui ont répondu favorablement à Belisarius Cawl, et c'est encore une fois une forme de salut pour les magos qui disent, voilà, tu vois, d'autres mondes forge ont répondu aussi favorablement, et en fait, Frank leur dit, mais vous n'ignorez pas que d'autres mondes forge ont répondu négativement, et qu'ils se sont éloignés justement de Belisarius Cawl, ils ont refusé de participer au conclave qu'il a demandé, et en fait, eh bien, cette information, ils ne l'avaient pas forcément, les magos. Et c'est là où la rosette inquisitoriale rebrille encore un peu dans sa main, et il dit « Mon maître, l'inquisiteur, a beaucoup d'informations, et il a des réseaux qui sont assez développés, donc j'ai pu avoir ces informations, et ne trouvez-vous pas bizarre que tous les mondes forges qui ont répondu favorablement sont ceux qui sont très proches d'Ultramar, sans doute parce que Belisarius Cawl se dit que les mondes forges qui entretiennent des réseaux assez étroits, des liens assez étroits avec Macrage, et donc avec les mondes chapitrales de Roboute Guilliman, vont être plus aptes à écouter Belisarius Cawl, qui est très proche de Roboute Guilliman. Et simplement, les magos disent, mais non, mais en fait, c'est juste mathématique, c'est simplement qu'il a demandé les mondes qui sont le plus proches de là où il est. Chacun après de se faire sa propre idée. En tout cas, cela est en suspens. Et au final, eh bien, Frank lui dit, très bien, je vois que je ne tirerai rien de plus de vous ici, mais en tout cas, sachez que je reste ouvert et que le jour où Belisarius Cawl vous présentera son hérésie, son blasphème, eh bien, je suis sûr que vous rendrez à l'évidence et que vous rendrez à la vérité, à savoir que c'est un hérétique. Et à ce moment-là, je serai indulgent avec vous. Vous pourrez compter sur mon aide pour l'arrêter. Et j'espère que vous ferez le bon choix. Et alors qu'il s'en va, eh bien, un des mages dit simplement, eh bien, nous sommes là pour l'illumination, la connaissance nous éclairera, et la seule chose qui est importante, c'est la vérité. En tout cas, il s'étonne malgré tout que Frank soit invité en disant, mais vous êtes aussi un invité. Et encore une fois, Frank dit simplement, l'Inquisition n'a pas besoin d'être invitée, je vais où je veux parce que cette amulette que vous ne reconnaissez pas à sa juste valeur me donne énormément de pouvoir. Voilà. Et fin de ce chapitre, on nous dit simplement, dans une dernière information, que Frank est en colère, et il masque en fait cette colère alors qu'il y a dans sa démarche une sorte de tension, que dans cette demande nosphérique il y a cette tension, et qu'au final cet échange a duré 12 secondes. Alors la vidéo a duré bien plus que 12 secondes. En tout cas, c'était une vidéo assez difficile à faire parce que bien sûr les noms, alors c'est très compliqué, c'est très difficile à mémoriser, hein, veuillez m'en pardonner mes amis, mais en tout cas j'espère que vous avez retenu l'essence même de ce qu'il y a dans cet échange. C'est que on a Belisarius Cawl qui a besoin d'informations. Ça, on le sait, on l'a eu juste avant. Et en tout cas, il a besoin des forces du Mechanicum et il va demander à des mondes forges. Alors, il a demandé à au moins 6 mondes forges parce qu'on sait que 3 ont accepté, 3 ont refusé, peut-être plus, on ne sait pas. Mais on voit aussi le schisme qu'il peut y avoir au sein du Mechanicum. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qu'on peut perdre d'esprit. Quand on a simplement son codex dans les mains et qu'on voit Belisarius Cawl, porte-parole de l'Omnimessie, etc. On peut imaginer qu'il est assez central dans le Mechanicum et qu'il est une sorte de... qu'il est un petit peu en fait l'équivalent de Roboute Guilliman pour le Mechanicum en fait, et une sorte de primarque du Mechanicum, mais il n'en est rien, bien entendu, et au sein du Mechanicum, on a beaucoup de factions qui s'opposent. Certaines sont un peu plus tolérantes si on a des succès, et Belisarius Cawl a apporté beaucoup de succès à l'Imperium, mais d'autres, au contraire, dès qu'on s'écarte un petit peu, dès qu'on invente des choses, et c'est ce qui est reproché, en fait, Frank reproche à Belisarius Cawl d'avoir inventé des choses. C'est quelque chose qui est interdit. Vous savez, la connaissance est sacrée et on ne doit surtout pas faire de recherche
dans Mechanicum, mais malgré tout, les succès de Cole sont tellement présents avec les Primaris, avec les technologies anti-gravité qu'il a pu rapporter, avec tous les SCS, les schémas de construction standardisés, et bien cela apporte bien sûr un poids énorme. Et puis il y a aussi tous ceux qui sont envieux et qui ont envie de partager les connaissances de Belisarius, surtout celles sur la noctilite, substance qui est vraiment au cœur de toutes les intrigues un petit peu de Warhammer 40 000 maintenant. Donc voilà, c'est ce passage, c'est un passage politique qui est vraiment très intéressant pour mettre en place les événements. On a donc Belisarius Cawl d'un côté, on va avoir l'araignée, Fabius Bill, qui va essayer de capturer Belisarius Cawl. On a le Mechanicum, qui est une force un peu disparate, avec des pros et des anti-Belisarius Cawl. Et on a aussi l'Inquisiteur. L'Inquisiteur qui va être une force d'opposition. Donc on va aussi voir ce que ça va nous apporter. En tout cas, c'est très riche. L'histoire avance. J'espère que ça a été assez clair pour vous. J'ai essayé vraiment de faire de mon mieux, mais c'était un chapitre qui était assez difficile à raconter. Donc voilà. Merci malgré tout de mettre des pouces-up, des petits commentaires, et puis on se retrouve bientôt pour le chapitre 6. Comme d'habitude, vous l'aurez en avance sur Tipeee, et puis à bientôt. Allez, bientôt. Salut à tous, bye.